Rossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un point des finales. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. Mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est... Je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Salut Kevin. Salut Jonathan. Ça Ça va bien? Oui, oui. Hey, on est parti. On part en double aujourd'hui. On est en feu. On est prêt, là. C'est bien parce que sur les autres enregistrements, je me suis rendu compte qu'on se laissait beaucoup de blanc entre. On n'ose pas se couper la parole. On est trop bien élevés. On est trop poli. On devrait être un peu plus parisien. D'ailleurs, ça introduit déjà le début du sujet aujourd'hui. On va parler de la partisanerie. On va parler de comment on vit ça dans les stades ici au Québec, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe. Donc c'est de voir. En fait, notre discussion va porter sur comment chacun de nous on a vécu le sport, la partisanerie du sport, mais aussi comment ça se vit ailleurs dans le monde. Puis je pense que ça va donner des belles conversations, là, vraiment avec les préparations qu'on a eues là. Je pense aussi. Même si, faut être honnête, enfin, pour mon cas, je sais pas toi, mais j'ai quand même pas fait le tour du monde des stades. J'ai eu la chance d'en faire en Europe. J'aimerais bien faire l'Amérique du Sud, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Ah, mais écoute, moi aussi j'aimerais bien ça, mais en Amérique du Sud, il y a des places où ça brasse beaucoup comparativement à d'autres endroits, là. Ouais, ça brasse, mais on va se lancer tout de suite, mais il y a une raison pour laquelle ça brasse. Je sais pas dans quel sens tu voulais lancer le podcast, par quoi tu voulais commencer. Pas du tout. Je pense qu'on a le thème, on a le sujet, puis on y va comme on le sent, là. C'est moi, tu sais, on est parti sur qu'est-ce qu'il peut faire qu'il y a autant d'intensité puis autant que ça brasse en Amérique du Sud. Moi, j'ai entendu parler, je me rappelle là, d'une guerre civile qui a été lancée entre je me trompe pas, c'est le Paraguay et l'Uruguay, là, suite à un match de soccer où le match de soccer a été l'élément déclencheur par la suite de la guerre civile qu'il y a eu entre les deux pays, là. Fait que... OK. Mais les nations, c'est vrai que ça se brasse toujours parce qu'il y a un sentiment national qui embarque, ça c'est certain. Je sais pas si pour le Canada ça se ressent autant, mais pour ce qui est de l'Europe et de l'Amérique du Sud, c'est certain qu'il y a le sentiment patriotique qui embarque, et puis avec ses bons et ses mauvais côtés, quoi. Donc c'est sûr que ça fait des sacrés excités dans le stade. Mais moi, ce que j'aime encore plus, c'est ce que je trouve plus intéressant à regarder, c'est la ferveur autour des clubs. Autant la ferveur d'un pays, je peux la comprendre. Ton sentiment attaché à ton pays, je le comprends. Et je peux aussi très bien comprendre l'attachement à un club, mais je sais que ça rend plus perplexe cette partie-là. Tu sais, quand je te disais en rigolant que t'as le droit de changer de femme, mais pas de club, c'est une phrase qui est souvent dit dans le foot. Et dans les pays en Amérique du Sud, c'est encore plus vrai, quoi. Tu peux changer de femme, mais tu changeras pas de club. Tu changes pas de club. C'est pas possible. Tu nais d'une certaine couleur et tu le resteras toute ta vie attaché à ce club-là. C'est impensable de le changer. En Argentine, les 4 clubs de Buenos Aires, tu nais d'un club et tu changeras jamais. Et puis ça fait même des guerres terribles dans les familles. S'il y en a un qui est d'autres clubs, ainsi de suite, ils se parlent vraiment pas, hein. C'est des sacrées chicanes de famille, là.
En passant, j'ai retrouvé, c'était en 1969, entre le Salvador et le Honduras. Ils ont même appelé ça la guerre du football, ce que j'ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que si on veut faire des parallèles entre ce que tu mentionnes en Amérique du Sud puis ici, même si c'est pas notre sport de prédilection, on n'aura comme pas le choix d'effleurer le hockey avec les équipes qu'on a eues ici au Québec. Puis je sais pas à quel point c'est aussi intense ou pas. Moi, je pense que ça l'était beaucoup moins. Quoique, il y a eu des épisodes aussi intenses, mais ça a été la rivalité canadien-nordique qu'on a eu ici. Puis si t'étais Canadien, t'étais Canadien. Si t'étais Nordique, t'étais Nordique. Puis ça faisait toutes sortes d'histoires dans les parties de famille. Puis pour ceux qui sont un peu plus âgés, ils se souviennent du fameux match du Vendredi Saint où ça a été complètement une bagarre générale. Là. La moitié des deux équipes ont été expulsées du match. Puis c'était assez intense, mais ça a jamais été plus loin qu'une bagarre générale durant un match. Là. Ça s'est quand même limité à ça, là, malgré tout, mais certainement que ça faisait des belles conversations aussi dans les familles. Là. Ouais, ben j'en doute pas. Je connais pas cette époque-là. C'est toi qui peut mieux l'expliquer. Je suis pas. J'habitais pas au Québec à cette époque-là. Mais je sais pas si ça vient de ça. Moi, je vais expliquer un petit mon petit point de vue à moi. Je suis pas comme je dis, je suis pas historien ni philosophe. Enfin, encore moins philosophe, donc je veux pas monter là-dedans. Mais pour ce qui est de l'Europe et puis de l'Amérique du Sud, quand on dit que les personnes sont attachées au club, ils le sont vraiment, quand je veux dire physiquement, c'est parce que en Argentine, en Espagne, dans quoi où ça l'est encore, le club appartient aux supporters, aux socios. C'est-à-dire que tu achètes ta part de club. C'est comme ça que tu as un abonnement à une place, le FC Barcelone. Okay. Ils sont propriétaires du club. C'est ce qu'on appelle les socios. Ils élisent leur président. Donc, il y a des campagnes avec chaque fois des promesses monts et merveilles. mais tu vois, c'est pas qu'un attachement de couleur ou de quartier. Ils sont propriétaires de leur club. L'attachement, il est jusque-là. Je sais que quand j'avais fait quelques petites recherches en Argentine, les clubs offrent des services à leur quartier. Tu peux avoir des services médicaux offerts par les clubs, services dentaires, services de garderie. Les clubs de foot sont vraiment extrêmement liés à la vie sociale du quartier et puis du coin où t'es. Et quand je repense même en Europe, les supporters, il y a... comment je peux expliquer ? Il y a... faut éviter les blancs. je vous le dis le plus, mais... On a le droit de réfléchir aussi, hein. C'est important. Sinon, c'est là qu'on va dire des niaiseries si on arrête de réfléchir. Alors, une parenthèse parce que je fais la chasse aux blancs quand je fais la post-production. C'est pour ça que je faisais des petites allusions. Ah non, mais il faut les laisser. Ouais, il y en a des très longs quand même. Il faut faire attention pour ceux qui écoutent. C'est pas toujours agréable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un engagement politique. En Europe, tu peux retrouver des couleurs politiques dans les tribunes. Suivant quel groupe d'ultra tu es, il y a des couleurs politiques. Tu vois, il y a de l'engagement. Je ne sais pas si aussi au Québec, au Canada, c'est pareil. Ça ne me donne pas cette sensation-là, en tout cas. Je dirais pas qu'ils sont plus sages, mais il n'y a pas cette partie-là d'engagement social dans les supporters de sport en Amérique. Déjà, je trouve que le sport en Amérique n'est pas monté de la même façon qu'en Europe ou dans d'autres régions du monde. Puis ce que tu me dis là, en fait, c'est dur. C'est dur à imaginer pour nous parce que, oui, dans les clubs de sport, il y a une forme de retour qui est faite à la société d'une certaine façon via, par exemple, les fondations qu'il y a des clubs sportifs. Mais ça s'arrête là, je pense. Il y a vraiment une dissociation entre le milieu sportif et la politique. Et on dirait, le sport, c'est vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus une business ici. C'est beaucoup plus une affaire d'affaires, justement.
tu sais, nous, ce qu'on a vu surtout, puis on l'a vu récemment là, au Québec là, avec l'histoire des Kings de Los Angeles qui s'en vient à Québec là, où ce que on va payer pour faire venir les Kings parce qu'il y a encore du monde qui ont espoir que les Nordiques reviennent à Québec, mais tu sais c'est comme l'inverse là. C'est comme si c'était le politique qui faisait quelque chose pour amener une équipe de sport à être un lieu suffisamment alléchant pour amener une équipe de sport. Fait que c'est totalement c'est totalement l'inverse de ce qui se passe ailleurs, parce que tu sais j'ose imaginer là, tu mentionnais là que tu sais il y a des services, la santé, il y a des choses qui sont redonnées à la communauté directement par les clubs. Mais là, essaye de t'imaginer le déménagement d'un club. Moi, je sais pas si ça existe des déménagements de clubs dans ce contexte-là. En Europe, c'est impossible, ce truc-là. C'est impossible. C'est la partie qui me choque énormément en Amérique du Nord, parce que, non pas que c'est pas bien, hein, c'est juste que culturellement, moi, ça vient me chercher. Tu vois, tu prenais tu dis qu'on espère toujours le retour des Nordiques. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça me choque que des gens. Pour moi, le hockey, c'est le sport canadien. C'est le sport du Canada. C'est les Canadiens qui l'ont. Oui. Et de voir que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Si tu as envie de faire une équipe, fais-la. Oui, je suis d'accord que ça rapportera pas plus d'argent à la NHL, que c'est déjà un marché qui est conquis, ils vendront pas plus de maillots ou ils vont juste changer de couleur dans les ventes. Je le comprends, ça. Mais en tant que supporter, tu as le droit d'avoir ton équipe, puis tu as le droit de l'encourager, puis elle a le droit. C'est pour ça que j'aime pas les ligues fermées. Parce que moi, en tant que supporter, j'ai envie de vibrer pour mon club de quartier. Puis s'il a la chance, au moment où on enregistre, c'est le 3 mai, c'est hier que le FC Saint-Laurent a botté les fesses à Halifax. C'est les champions de ligue québécoise qui sont allés botter les fesses à une équipe de première ligue canadienne. Puis ils vont recevoir Toronto. Puis j'espère bien qu'ils vont aller botter les fesses à Toronto. C'est ça qui est plaisant. Même si effectivement, ça reste des semi-pros. Il y a moins de budget, il y a moins de... Ils sont, je dirais pas moins doués, mais je sais qu'ils s'entraînent moins que des professionnels, c'est logique. Mais c'est ça, la ferveur du supporter. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est de me dire que ma petite équipe de quartier, elle peut créer un exploit, elle peut monter, elle peut... Moi, c'est ça qui me plaît dans le sport. Et c'est ça que ça me choque quand je vois que les Nordiques, qu'on vous empêche de faire une équipe comme ça. Ah, moi, ça m'insupporte. Puis en même temps, tu viens de mentionner quelque chose qui est une réalité qu'on n'a pas ici, qu'il y a ailleurs. C'est le fait qu'une équipe peut passer d'un niveau de ligue à l'autre. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, puis que c'est que là, on commence à vivre avec le soccer. Avec le foot ou le soccer, bon, avec le foot, puis que on n'a pas avec les autres sports. Puis là, je parle pas juste du hockey, le football aussi, c'est la même chose. Le basketball, c'est la même chose. Tu peux pas avoir une équipe, tu sais, c'est comme si nous, tu regardes à Trois-Rivières, mettons, il y a les Lions de Trois-Rivières, ben c'est comme si que les Lions de Trois-Rivières pourraient passer de la ligue de la ligue qui sont présentement vers la ligue américaine. Je veux dire, c'est comme impensable, ou qu'une équipe de la ligue américaine monte au niveau de la Ligue nationale, puis qu'une équipe de la Ligue nationale redescende plus bas. Tu sais, c'est un non-sens ici, parce que il y a tout l'aspect business qui est attaché autour de ça. Puis il y a eu beaucoup d'essais. Tu parlais de qu'on peut pas faire n'importe quoi avec tu sais, qu'on peut pas avoir de club juste. En fait, c'est faux. On peut avoir des clubs, mais il y a plusieurs tentatives de clubs de hockey à plusieurs places. Puis on dirait, tu sais, à Québec, il y a eu des échecs parce que les ligues plus basses, c'est moins intéressante. Puis il n'y a pas cet espoir-là de dire, éventuellement, mon équipe de deuxième niveau de ligue, on pourrait comparer ça D1, D2, D3, là, une équipe de D2 ou de D3, mais ça peut être intéressant parce qu'un jour, si tu travailles, ta D2 peut monter en D1. Là, ici, c'est totalement impossible. Fait que si t'as une équipe de D3,
tu restes avec ton équipe de Détroit. Fait que tu sais, il y a comme pas... il y a pas cette... Je sais pas, il y a pas cette opportunité-là, puis en même temps, ça fait en sorte que tu sais, les équipes, ils peuvent être ordinaires pendant une décennie, puis il va absolument rien se passer. Là, il y a des clubs que ça fait des années, puis je sais pas si, tu sais, comme nous autres, on a juste une grosse ligue de soccer. On a la MLS en Amérique du Nord, là. Mais ouais, il y en a d'autres, mais c'est, tu sais, il y a pas une ligue de première, il y a pas une équipe de PLC de première ligue canadienne qui pourrait s'en aller à MLS. Là. Non. Il y a pas cette mécanique là. Puis on s'entend que, tu sais, nous on connaît la première ligue canadienne, mais sinon ça en parle pas beaucoup là. On n'entend pas autant parler que par exemple le CF Montréal, là, parce que nous, ici, quand on parle de soccer, tout le monde parle au CF Montréal. T'sais, nous autres, on a entendu parler du CF Saint-Laurent, on sait ce que ça implique, une équipe de première ligue du Québec qui s'en va affronter des équipes de première ligue canadienne. T'sais, on sait ce que ça implique, mais si on n'est pas des fervents de soccer, on n'entend pas nécessairement parler. Là. Oui, mais c'est dommage. C'est pour ça que j'ai du mal à accrocher à la MLS. Et puis, au moins, la première ligue canadienne est intéressante à regarder. Elle est agréable et tout. Mais oui, ce côté de montée et descente, moi, ça me manque énormément. Ça, c'est quelque chose que même si je peux comprendre en tant que... Tu vas me dire... C'est pas moi le propriétaire du club, puis quand ça descend, ça fait mal. C'est pas avec mon argent, finalement. J'ai le bon rôle de dire en tant que supporter que moi, ça me plaît. Le propriétaire de club, quand ça descend, lui, ça le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins rire, c'est certain. Mais moi, c'est comme ça que ça fait vibrer, quoi. J'ai envie que le petit club... Et je pense que c'est ça aussi qui apporte un peu plus de ferveur, avec ses bons et mauvais côtés. Hein. Clairement. Puis ça fait... Tu parles des propriétaires, là, mais ça fait aussi des propriétaires qui doivent être responsables sportivement. Là. Il y en a des histoires de propriétaires justement qui ont pris qui se sont impliqués un petit peu trop, qui ont pris des décisions douteuses. Je fais pas d'éditorial du tout ici, là, mais c'est pas du tout arrivé au CF Montréal, ça. Non. Il y a pas de rumeur là-dessus. Jamais il y a eu ça. Mais tu sais, des fois, quand tu sais que si tu te mets à faire des conneries ou de prendre des mauvaises décisions ou t'impliquer dans des choses qu'il faudrait pas ou ne pas t'impliquer quand tu devrais, ben ça peut avoir un impact sur où va être ton équipe dans l'année prochaine, dans quelle ligue elle va être. Fait que tu sais, des fois, ça peut... sportivement parlant, les propriétaires sont plus ou moins responsables. C'est pas des fois, c'est toujours. Quand tu suis un peu plus le foot ou le soccer, tu te rends compte, on parle des gros transferts, des joueurs importants qui viennent, mais quand tu regardes un petit peu plus près, quand tu suis un peu plus, tu te rends compte que c'est bien souvent plus les choix des dirigeants qui font que l'équipe va performer ou pas. Faut un climat assez serein pour arriver à performer dans le haut niveau. Donc, c'est sûr que s'ils prennent des décisions un peu bizarres et puis que ça met un climat qui est pas sain, généralement, les résultats sportifs, ça chute assez vite. Ouais, sauf que quand il n'y a pas cette notion-là, tu peux avoir des cas où l'équipe performe pas, puis il y a pas si le stade est relativement plein, ben il y a pas d'imputabilité au niveau de la direction. C'est sûr que si l'équipe gagne, ils font plus d'argent, mais si l'équipe gagne pas, les conséquences sont pas il y a pas des conséquences dramatiques. Je veux dire l'enjeu. Après tout, je peux comprendre de vouloir se mettre comme je te dis, c'est pas après tout, on n'est pas ni toi ni moi, on est propriétaire d'équipe, donc c'est pas avec notre argent. Ce serait avec notre argent, peut-être qu'on aura un autre discours. Mais là où si on veut juste traiter quand même du côté des supporters, là où je trouve dommage, c'est que moi, en tant qu'Européen, j'ai du mal à embarquer. C'est une des raisons pour lesquelles, je vais être honnête, moi, j'accroche pas. Je fais partie de je sais pas si on est nombreux, mais je fais partie de ceux qui s'emballent pas avec Messi, quoi, dans la MLS. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une super réussite commerciale. Les stades sont pleins. On va pas se le cacher, puisque je vais aller le voir jouer aussi, pas à Montréal, mais au moins en Copa América. Je vais me déplacer pour lui. Je dis pas le contraire. Mais par exemple, ceux qui ont suivi la Coupe CONCACAF, l'Inter Miami se sont fait sortir parce que ça court pas, parce que non pas qu'il joue pas bien, je veux dire, puis il a plus rien à prouver. Messi, je veux dire, ça reste le plus grand joueur de tous les temps. Il a plus à prouver quoi que ce soit.
Mais Ouvre pas une porte sur un autre débat, et je pense que ça en fait un petit peu partie. Pourquoi ça paraît plus engagé les supporters au plus fous en Europe? C'est parce qu'il y a cette adrénaline quand même. Et des joueurs comme Messi, ils ont été shootés toute leur enfance à ça. Les plus grands joueurs, ils sont shootés à ça. Je lui en veux pas de pas courir ou de prendre un gros chèque et puis de faire entre guillemets le minimum parce qu'il reste. Je blâme pas. C'est un joueur exceptionnel. Il a plus rien à prouver. J'enlève rien à son talent. Je dis juste que des joueurs comme ça, après tout, il faut qu'il y ait du challenge. Puis d'une ligue fermée. Mais lui, il n'y en a pas. Avec une ligue fermée où il n'y a pas de pression, pas de stress. Donc c'est sûr que plus son âge, puis c'est sans doute plus tranquille. Puis comme lui, il n'a plus rien à prouver. Mais moi, en tant que supporter, je vais avoir du mal à embarquer derrière l'équipe. Si je sens que le joueur il n'est pas à son 120%, et lui, pour ces athlètes-là, il faut qu'il y ait de l'adrénaline pour qu'ils poussent le plus loin possible. Parce que c'est ce qu'on va chercher. Puis tu sais, ce qui est ironique là-dedans, c'est que, tu sais, oui, il y a Messi qui est venu, mais il en a ramené plusieurs avec lui. Puis sur papier, l'Inter Miami, il serait supposé de griller la Ligue, là. Il serait supposé de griller l'Amérique du Nord au grand complet, là. Il aurait dû griller la CONCACAF, là. Mais c'est pas ça qui s'est passé, là. C'est pas ça qui s'est passé, c'est ce qui va se passer en MLS, parce qu'ils sont déjà largement devant, puis c'est même ça des fois qui m'énerve un petit peu, c'est parce que quand ils se mettent d'un seul coup à décider de courir pendant 10-15 minutes, ils enflamment, ils mettent 3 buts, puis c'est terminé, c'est plié. Oui. Il y a un tel écart entre leur niveau puis les autres joueurs que ça rend moins intéressant ta ligue. Moins intéressant sportivement. Okay, je le répète, c'est une super réussite. Il y a plein de monde qui a tourné les yeux vers la MLS. Ça a été la même chose quand il a signé au PSG. Tout le monde s'est mis à regarder la Ligue 1. Je sais qu'il attire l'attention. Puis question business, c'est le jackpot. Je comprends tout à fait. Ça fait vendre des maillots, ça fait vendre des plats, ça fait vendre le tiroir caisse, il se remplit. Je suis 100% d'accord. Puis là-dessus, c'est une superbe opération. Moi, je te parle juste de ferveur de supporters. J'y retrouve pas mon compte. Parce que j'ai pas cette adrénaline-là. J'ai même pas des joueurs qui me donnent l'impression qu'ils font monter le niveau de leur coéquipier. C'est pas la sensation que j'ai quand je regarde Inter Miami, mais je vais peut-être me faire ramasser des tomates en disant ça, mais. Moi, je dirais, je vais faire un pont avec un autre sujet qu'on a parlé, là. Moi, j'ai de la difficulté énormément à écouter des matchs, puis c'est pas la MLS que j'écoute présentement. Fait que, donc c'est ça. Puis tu sais, justement, tu parles d'intérêt pour la Ligue, il y aurait peut-être, il y aurait l'intérêt au niveau de l'accessibilité, mais il y aurait l'intérêt aussi de l'aspect sportif. Moi, le CF Montréal, j'aime ça y aller physiquement, aller au stade Saputo. Puis là, on peut commencer à parler aussi de l'ambiance qu'il y a dans les stades, là. Mais tu sais, il y a une certaine ambiance au stade Saputo, surtout quand on est proche, par exemple, de la 1642. Mais sinon, c'est avoir le choix. Mon premier choix, c'était pas le CF quand j'écoute un match sur l'ordinateur ou à la télé. Je sais pas. Je serais curieux de savoir, c'est quoi ton club de rêve où t'aimerais dans quel stade tu rêverais d'aller assister à une ambiance? Dans quel stade? Moi, c'est à chaque fois que je vois ça, c'est pas, j'ai rien d'attachement émotif nécessairement avec ce club-là, mais il a tellement l'air d'avoir une ambiance incroyable. C'est le stade de l'AC Milan. Ouais, mais je veux dire, il a l'air d'avoir une ambiance là, puis c'est quelque chose, puis tu sais, il y a plein de... à un moment donné, il y a un bout, je regardais les vidéos sur Internet, puis j'en avais... Juste à en reparler, j'ai encore la chair de poule là, de voir un stade de 80-100 000 personnes qui chantent la même chanson, là, puis leur chanson fétiche, là, c'est Sarah Péché Ti Amo, là. Puis là, à un moment donné, il coupe le son, puis là t'entends encore tout le monde chanter dans le stade. C'est incroyable, puis tu sais, on voit, tu sais, dans les stades, les gens, ils arrivent avec soit des chandails ou des
bouts de tissu, puis ça fait des logos à la grandeur du stade. Puis là, c'est un logo qui va avoir une douzaine de sections, de dimensions, puis c'est complètement délirant là, de voir ça. Moi, jamais j'ai vu quelque chose qui se rapproche de ce qui peut se passer, puis de ce qu'il peut avoir comme énergie dans ce stade-là. C'est incroyable, puis c'est je veux dire, tu sais, oui, tu sais, nous autres, on a les tu sais, il y a des happenings, là, des fois, ils nous donnent des petits foulards, là, puis tout le monde fait aller leurs petits foulards, puis c'est cute, mais de là à dire que tu vas être capable avec des gens qui font des formes avec des tissus, d'avoir un logo vraiment comme parfait, là, puis de chanter une chanson tout le stade en même temps, puis que peu importe où tu es dans le stade, finalement, tu vas entendre les paroles de la chanson parce que tout le monde chante. Tu sais, puis c'est ça, cette ambiance-là, j'aimerais ça la vivre dans un stade ici. Puis on dirait que oui, on va travailler pour, mais on dirait qu'on a toujours... On a une gêne ici, là. On dirait qu'il... Non, je sais, ça sent bien, tu vas pas tarder à découvrir ça. Ce que je voulais dire, c'est que tu vas pas tarder à découvrir ça. Je le souhaite. J'ai vraiment envie de le vivre. Mais, tu sais, on dirait qu'ici, on se garde tout le temps une réserve, une gêne, comme si c'était... Je sais pas, exemple que j'ai vécu en tournoi, il y avait un club, puis là, ben, tu sais... il y a probablement quelque chose de très très culturel, tu sais, dans ce club-là, il y avait des gens de différentes origines, puis il y en a qui étaient arrivés avec des tambours. Puis là, ben ils jouaient du tambour pendant les matchs, puis il y avait de l'air vraiment d'avoir du plaisir là. Mais la réaction des gens qui étaient pas habitués à ça, c'était vraiment, il y avait mais ils se prennent pour qui? On n'est pas des professionnels, puis c'est quoi? Ben moi, c'est des parents qui jouent du tambour pour encourager les jeunes, là, sont pas, tu sais, il y a rien de négatif, il y a pas, fait que tu sais, on dirait que, moi j'oserais dire qu'on est un peu coincé des fois, là. On est vraiment coincé. Puis je trouve ça dommage que ce soit. Je mettrais pas ça sur coincé. Je pense que c'est plus ce que t'as dit, c'est qu'ici le sport c'est un business. C'est avant tout je vais pas le dire dans le sens péjoratif, mais c'est un spectacle. Tu viens voir un spectacle. En Europe, je dis pas qu'il n'y a pas de business autour du foot. C'est clair que maintenant il y a tellement d'argent, c'est pas ça la question. Ouais, non. Et puis je dis pas qu'on vient pas voir un spectacle non plus, mais avant tout, tu viens voir quelqu'un défendre tes couleurs. Tu viens voir, je vais utiliser un terme, 11 guerriers, si tu me permets l'expression, même si ça ne va pas se taper dessus, mais 11 sportifs qui vont défendre les couleurs et prouver à l'autre camp que c'est nous les plus forts. Oui. Je pense qu'on n'est pas sorti des jeux de l'arène des Romains. Ouais. On a arrêté la mise à mort. C'est peut-être pour ça le stade à Milan aussi, d'ailleurs. C'est peut-être là l'aspect culturel. mais ça n'a pas changé. Ou ça, je le ressens moins en Amérique. C'est quand même moins cette sensation d'avoir 11 ou 5 ou 6, peu importe le sport que tu suis, 11 des sportifs qui vont défendre des couleurs et prouver à l'équipe d'en face que c'est toi le meilleur, c'est toi qui a le plus beau chandail, qui a les plus meilleures valeurs, qui a tout ce qui se raccroche, ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça en Europe. Puis là, je l'ai découvert parce qu'en préparant un petit peu le podcast, j'ai quand même fait un petit peu de recherche. Et si on peut se permettre une petite période, une petite note un peu d'histoire, c'est que ce qu'on appelle j'ai perdu mon mot, ça va me revenir. Les ultras, merci. Oui, voilà. Les ultras, ça n'a pas toujours été, ça remonte pas, c'est pas si vieux que ça. Les premiers ultras, ils ont apparu en Italie en 1950. Et en fait, c'est suite à une catastrophe, c'est une catastrophe aérienne qui a tué tous les joueurs du Torino FC. Toute l'équipe, tous les joueurs sont morts en plein milieu du championnat. Et donc, le championnat avait continué. Les joueurs qu'on remplaçait étaient moins de calibre, c'était l'équipe réserve ou des plus jeunes, ainsi de suite. Donc ils se faisaient taper à chaque match et l'intérêt était moins là.
Donc les gérants du club, ont mis en place ce principe d'ultra, ont monté des groupes de supporters de façon à ce qu'il y ait une meilleure ambiance dans le stade et augmenter la qualité du spectacle, qui était plus sur la pelouse finalement, parce que malheureusement les meilleurs joueurs étaient décédés. Donc pour augmenter la qualité de l'ambiance et la qualité du spectacle, ils ont commencé à monter des groupes d'ultra avec des tifos, avec de l'ambiance, des fumigènes et tout ce qui s'en est suivi après. Mais les premiers ultras sont apparus en 1950 en Italie. Et après, ça s'est répandu un peu comme une traînée de poudre année après pour apparaître un petit peu partout en Europe. Mais l'histoire des ultras, c'est ça. C'était avant tout pour augmenter la qualité du spectacle, la qualité de l'événement que tu venais voir dans les stades. Parce qu'ils s'étaient trouvés face au problème que finalement leur équipe, elle valait plus grand-chose. Tu disais au début que tu n'étais pas un historien, mais ça, en tout cas, moi, tu me l'apprends, puis je trouve ça. Oui, mais je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant comme histoire. J'ignorais totalement ça. Puis je trouve ça drôle parce que là, on est encore en Italie. On parlait des gladiateurs, le AC Milan. On les aime, ces Italiens-là, finalement, qui nous amènent toute cette culture-là, là. L'Italie, ça reste le sport. Tu sais, on dit, tu m'as déjà dit, en France, c'est notre sport roi. On n'est pas un pays de foot, contrairement à ce qu'on croit en France. Oui, c'est le sport qui a le plus de licenciés, qui est le plus joué, mais on n'est pas un pays de foot. L'Angleterre est un pays de foot. L'Italie est un pays de foot. L'Espagne est un pays de foot. L'Allemagne est un pays de foot. Mais parce que quand je dis que c'est un pays de foot, c'est-à-dire que la première chose, quand en Italie, quand tu arrives au travail, la première chose qu'on parle, c'est du foot, de ce qui s'est passé durant le week-end. Que ce soit ton jeune qui a joué, de l'équipe de la Serie A locale que tu suis. Il y a chacun des débats enflammés, mais ça parle tout le temps de foot. Oui. C'est pas le cas en France. C'est pas le cas. En Allemagne, t'as un parc, t'as un terrain de foot. C'est immanquable. C'est partout. Puis tu sais, en fait, il y a un peu la même chose ici parce que c'est comme par exemple Soccer Québec. Ici au Québec, c'est la fédération qui a le plus de membres. Puis le sport qui est le plus pratiqué au Québec présentement, c'est le foot. Et ça paraît pas du tout. Ça paraît pas du tout parce que y a pas l'exposition, il y a pas la visibilité qui se reflète en fonction du taux de participation. Fait que tu sais, c'est nous on dit qu'on est une terre de hockey. Mais si on regarde de plus près, on va réaliser que nos jeunes sont rendus sur des terrains de foot, là. Puis là, de plus en plus, il y a des terrains extérieurs un peu partout. Fait que tu sais, il y a peut-être la même chose qui est en train de se produire d'une certaine façon ici, où ce que en tout cas, après, pour que ça devienne un pays de foot, le Canada, il faut qu'il y ait une culture qui vienne avec. Oui. Le foot, c'est pas juste ce qui se passe sur le terrain. Oui, c'est un sport, je veux dire, merveilleux parce que c'est celui qui me plaît. Mais quand tu regardes, qui est quand même assez facile à mettre en place. T'as besoin d'un bout de pelouse et encore. Quand moi, gamin, je jouais dans la cour de l'école, on mettait 4 pulls pour faire les 2 buts, puis c'était parti, quoi, un ballon. Ouais. C'est excessivement simple. Il y a des sports qui sont quand même plus compliqués à mettre en place que le foot. Donc c'est pour ça aussi que ça se répand facilement. Mais après, c'est pas juste le nombre de licenciés qui fait que tu deviens un pays de foot. Il faut qu'il y ait la culture qui vienne avec. Là-dessus, je pense que ça va être plus difficile dans le modèle MLS. Mm-hmm. Le foot ne se marie pas à ce modèle. Alors, je sais que c'est un gros débat en ce moment en Europe parce qu'on parle de la Super League qui devrait soi-disant remplacer la Champions League et ainsi de suite, d'être une ligue semi-fermée. Ça fait un débat assez animé. Parce que ça vient nous heurter dans la sensibilité du supporter de foot, ça, de l'amoureux du foot, de plus pouvoir avoir l'exploit du petit pousset. On y est quand même très attaché à ça. On y est très très attaché. Il faut le garder. Et le système de la MLS ne le permet pas et ne le veut surtout pas parce que pour la petite histoire aussi, si tu passes au courant, mais en ce moment il y a une petite guerre qui se passe aux États-Unis entre la MLS et puis la USL. La Ligue américaine, c'est que je suis pas au courant. Les États-Unis, la MLS a interdit à les clubs de MLS de participer c'est pas l'US Open, c'est l'US Champion, je sais pas, c'est la Coupe des États-Unis. Tous les clubs se rencontrent puis jusqu'à arriver à la finale et la MLS ne veut pas libérer
ces équipes pour ces compétitions-là. Donc il y a une petite guerre qui est en train de se passer, et puis il y a de plus en plus, de ce que je pouvais lire dans les articles, de personnes, même aux États-Unis, qui commençaient à être assez fervents de ces ligues ouvertes où il y a des montées et des descentes. Donc je sais pas ce que l'avenir nous réservera, mais c'est tout ça pour en dire, moi voilà, c'est sans doute pour ça que j'ai énormément accroché à la MLS. Non pas que le spectacle n'est pas intéressant, mais c'est parce que c'est juste un spectacle. Moi, je veux de l'attention, moi je veux les voir. J'adore les équipes quand elles jouent à la Coupe CONCACAF. Ça me fait chier cette année Columbus arrive en finale, c'est pas plus mal, mais dans le dernier carré, il restait plus que les 3 équipes mexicaines. Bon, ça me fait chier. J'ai rien contre le Mexique, mais Ouais, ben c'est en même temps, tu disais tantôt que c'était une business, mais on dirait qu'on n'a pas les moyens financiers que certaines équipes ont là, en MLS. Puis faut faut réussir à attirer des joueurs intéressants. Puis là, c'est là que ça devient difficile parce que il y a l'éternel débat de c'est plus intéressant les jouer aux États-Unis parce que X, Y, Z raison. Mais pourtant, d'un autre côté, ben, il y a eu des leçons à avoir aussi de ce qui est arrivé à plusieurs clubs européens, là, si on pense au PSG, là, qui avait aligné Messi, Mbappé, puis Neymar, puis finalement ça donne pas de coupe, là. Il suffit pas d'avoir une centaine de millions sur le terrain qui mettent des buts pour gagner, pour avoir du succès. Fait que tu sais, je sais pas, mais j'ai l'impression. Oui et non. Oui, effectivement, d'aligner les superstars, c'est pas ça qui te fait gagner une coupe. Puis il y a plein d'exemples avant le PSG qui ont essayé. Maintenant, il faut être aussi honnête. Quand tu regardes les 4 le dernier carré de la Champions League en ce moment, c'est loin d'être des petits budgets. Hein. Bayern, Real, Dortmund, PSG, on s'entend que... Ouais, non, c'est sûr que c'est pas des petits budgets. Voilà. Mais ça ne prend pas que ça. Il faut former une équipe aussi, là. Pour avoir quelque chose à présenter. Là. Oui, mais si tu veux te retrouver dans le dernier carré, il faut quand même avoir un certain budget, il y a un ticket d'entrée, quoi qu'on en dise. Mais si on veut rester, il faut un certain budget pour arriver à ce niveau-là, pour arriver à acheter les meilleurs joueurs, etc. Mais l'opportunité des exploits, elle est là, et il y en a toujours. Oui. Il y en a toujours. Oui. Parce que oui, Dortmund fait office de petits poussets par rapport aux 3 autres. On s'entend que c'est quand même bien plus gros que Montréal ou d'autres équipes en Europe. Quand on regarde ça se compare même pas. Ça se compare même pas, mais comparé aux 3 autres, c'est le petit pousset. Comparé aux 3 autres, oui, effectivement. Il y a toujours une surprise dans le dernier carré. Il y en a toujours. Et moi, c'est ça qui me plaît dans les compétitions. Et j'aimerais bien qu'en Amérique du Nord, on soit plus attaché aux compétitions intercontinentales, la Coupe CONCACAF. Moi, j'aimerais bien que les équipes canadiennes, elles aillent peter les fesses aux Mexicains, à la MLS, puis Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, ben, justement, on dirait que, puis même, moi, il y a mes garçons qui jouent, puis leurs amis et tout. Tu sais, oui, ils parlent un peu de la MLS, ils parlent surtout du CF Montréal, en fait, puis ils parlent de Messi. C'est les 2 choses qu'ils connaissent, peut-être plus de la MLS. Mais sinon, ils parlent énormément de la Champions League, mais ils parlent pas de la CONCACAF. Ils savent pas c'est quoi, la CONCACAF. Tu sais, quand moi, j'ai expliqué à mes gars que ben là, je suis en train de suivre le diplôme C, puis le diplôme C d'entraîneur, maintenant, il est rendu unifié à travers la CONCACAF. Ben pour eux autres, ça représente rien. Ça veut rien dire pour eux, là. Puis là, c'est de leur expliquer, ben je pourrais aller coacher au Mexique. Fait que je vais vous abandonner. Alors là, ils ont compris. Mais sinon, tu sais, il y a pas cette visibilité-là ou c'est sûr qu'on peut pas espérer avoir le même niveau de visibilité que la Champions League, là. Mais de là à avoir aucune connaissance ou aucun intérêt, même à la limite, là, je sais pas ce qui peut faire ça ou pas, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que tu n'auras jamais autant de visibilité que la Champions League, puis c'est pas ça qui fait que tu as des supporters, que tu as une ferveur supporter.
C'est pas parce que la Champions League, elle vend ses droits de télévision des millions que tu as cette ambiance dans le stade. Ça, pour moi, ça a rien à voir. Ça a absolument rien à voir. Et moi, c'est mon opinion. Je pense que justement, si tu veux des ambiances dans le stade, il faut que tu proposes des compétitions avec un enjeu, avec du stress. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'aller jouer contre un autre pays. De se dire que je suis vraiment le meilleur du continent. D'aller se challenger face aux autres. Puis c'est ce qui fait monter ton niveau aussi. C'est ce qui fait monter le niveau. Tu sais, je sais que la Coupe du Monde des clubs, là, ça fait doucement rigoler. L'année prochaine, ça fait une espèce de grosse réunion pour clubs riches et histoire de rendre encore plus de droits télé. Mais moi, elle me déplaît pas. Je sais que les équipes de la Coupe CONCACAF qui sont qualifiées vont se prendre des roustes monumentales contre les équipes d'Europe. J'en doute pas une seconde. En attendant, c'est ce qui fait monter ce qui te crée des nouveaux adhérents et qui fait monter ton sport. Ouais, mais ici, en fait, je sais pas si t'as remarqué ça, puis là, je pense que je vais peut-être toucher une corde sensible, je vais faire attention comment je vais amener ça. Mais tu sais, tantôt, on parlait justement de l'attachement au club qu'il y a dans d'autres pays, dans d'autres continents. Mais il y a peut-être aussi l'attachement à l'équipe nationale. Puis on dirait que ici, on n'a pas ce patriotisme-là d'avoir un attachement envers l'équipe nationale. S'ils performent, on va être là, mais sinon, ça va passer... on va dire en dessous du radar, là, tu sais, comme... là, on a parlé beaucoup de soccer. On a parlé beaucoup de soccer. Au Qatar, il y a eu la première participation de l'équipe masculine en Coupe du Monde en 36 ans. C'est ça, c'est quelque chose de... La deuxième? Je pensais que c'était la première depuis 36 ans. Ah oui, depuis 36 ans, oui. C'est la deuxième, mais c'est la première depuis 36 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'était quand même quelque chose de gros, mais au final, tu sais, moi, j'ai pratiquement regardé juste un match, puis c'était celui contre le Maroc. Puis non, c'est vrai, j'ai regardé contre le Maroc et contre la Belgique aussi. Puis on a chauffé les Belges d'ailleurs. Ça, je trouvais ça vraiment le fun, mais sinon, moi, j'avais de l'air moi, je pourrais dire ça, d'un extraterrestre de suivre ça là, dans mon entourage, là, qui était pas de l'entourage du soccer. Là. C'est comme les gens étaient pas nécessairement conscients ou intéressés par ça. Mais pourtant, c'est une équipe nationale. Là. Il y avait quasiment plus d'intérêt pour le CF Montréal que l'équipe nationale de ce que j'ai perçu. Moi. Ah ouais? T'as perçu plus d'attachement pour le CF Montréal que pour l'équipe canadienne? Dans les fans de soccer, je veux dire? Ou Parce que ceux qui suivent pas le soccer, je peux comprendre, mais dans ceux qui suivent, on va déjà au moins se concentrer sur ceux qui suivent. Toi, t'as ressenti... C'est une question, hein, je sais pas, t'as ressenti ça comme ça? Ben, j'ai ressenti ça comme ça beaucoup, mais peut-être plus des gens qui n'écoutent pas ou qui suivent pas le soccer. C'est peut-être plus ça, là. Il n'y avait pas nécessairement d'attachement à l'équipe nationale. Après, ça rejoint aussi ce qu'on avait fait dans des podcasts. On se cachera pas. Le soccer est pas très médiatisé ici. Et puis, comme on disait, tu peux pas juste créer de l'attachement, de la ferveur, juste en diffusant des matchs. Même si le sport est agréable, puis tu peux. Oui. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que t'aies des gens qui t'en parlent. Il faut que t'aies des émissions. Il faut que t'aies des débats. Ça fait partie du foot. Si t'as pas ça, tu peux pas accrocher. Moi, j'ai plein de Canadiens qui sont allés en Europe et qui ont assisté comme ça à des ambiances de foot. Et ce qui les faisait le plus capoter, c'était d'être dans un stade ou du moins d'être au milieu d'autres supporters. C'était ça fait partie de d'autres. Toi-même, tu me l'avais reconnu, l'expérience qu'on a fait pour la finale Coupe du Monde à la Cage au Sport. Ça reste. Ah non. Bon souvenir. Oui. Moi, ça a changé ma perception de comment on peut regarder du sport. J'ai jamais rien vu de comparable. Puis tu sais, j'ai vécu pour ceux qui s'en souviennent, j'ai vécu la Coupe Stanley du Canadien en 93. Puis oui, c'était quelque chose d'énorme. Oui, il y avait de l'intensité, mais
j'ai jamais vu autant de, je sais pas comment dire ça, donc, il y avait un laisser-aller de l'émotivité puis de l'intensité qui était générale. Puis il y avait un enthousiasme vraiment puis une énergie, je sais pas comment le décrire, mais c'est quelque chose que moi j'avais jamais vécu ça. Jamais j'avais vécu quelque chose d'aussi intense, puis j'étais même pas prêt à m'impliquer de cette façon-là, parce que je suis pas habitué à ça. Je suis pas du tout habitué à ça. Mais oui, ça a complètement changé ma perception de comment qu'on peut vivre le sport en y assistant. Puis ça m'a amené graduellement à... Parce que là, j'ai comme... c'est comme le fruit interdit, là, goûter à ça. Là. J'ai l'impression que là j'ai pris une bouchée de la pomme, puis là, j'ai juste envie de manger des pommes tout le temps. Puis là, on dirait que j'essaye... Tu sais, un de mes souhaits en m'impliquant au club, au CS Énergie, c'est d'essayer de ramener un peu de cet esprit-là d'avoir, tu sais, d'être impliqué dans le match à la limite, parce que comment je pourrais dire ça, donc tu sais, c'est à ce niveau-là, si tu vis le match, tu fais pas juste le regarder, tu vis une expérience. Puis j'ai envie qu'on soit éventuellement le groupe de parents qui va amener des tambours dans un tournoi, tu sais. Puis juste pour avoir du plaisir, juste pour avoir du fun, puis c'est tu sais, puis il y a du monde qui juge ces gens-là, mais ça peut pas être pire que de parler contre des arbitres, là. Ouais, mais je comprends la ferveur que t'as eue, mais ça me fait même plaisir de voir quand j'arrive à faire embarquer des gens comme ça, parce que pour moi, je le répète, j'ai déjà dû le dire, le foot, c'est pas juste les 11 bonhommes sur le terrain. Il y a toute cette ferveur qu'il y a autour. Ça fait partie de ce sport-là. Je sais qu'il y a en Europe particulièrement, il y a des dérives dans les stades, on se le cachera pas, mais c'est même un reflet de la société, parce que c'est pas la faute du foot si ça déborde. Il y a d'autres problèmes plus complexes en Europe, mais ça fait partie de ce sport-là. Ça fait vraiment partie de ce sport-là. Tu peux pas juste rester devant la télé à regarder 11 bonhommes courir après un ballon. C'est pas juste ça. Donc, je comprends finalement qu'il y ait moins d'attachement quand de gens qui font juste de regarder. Il faut que tu puisses le communiquer, ça. Il faut que tu puisses l'inculquer un petit peu quand même. Je pense qu'il faut initier les gens à ça. Oui. J'espère que c'est ce qu'on fait un petit peu avec ce podcast-là. On va s'envoyer des fleurs. Mais on essaie avec le podcast, on va essayer avec le club aussi, au CS Énergie. Faudrait quasiment trouver, tu sais, oui, il y a des chants de supporters là, qui sont pas toujours positifs, là. Mais tu sais, ça serait intéressant d'avoir des chants de supporters locaux, des chants pour encourager Énergie. Puis tu sais, des fois, moi je me souviens même, là, on parlait de nos enfants, là, je me souviens même d'avoir essayé avec ton gars à un moment donné de faire un peu de chant, de réchauffer un peu les parents, puis tu sais, on a essayé à 2-3 reprises, puis ton gars est venu me voir, puis il me dit hey, c'est froid. Ouais, c'est très froid, c'est difficile ici. Tu sais, c'est comme l'image de, pour ça que, tu sais, moi j'ai vécu justement des matchs de hockey, puis il y a de l'ambiance entre les arrêts de jeu, dans les arrêts de jeu, mais aussitôt que le match commence, tout le monde s'assoit, puis il y a quasiment un silence, là. Puis là, ose pas te lever dans certaines circonstances, parce que tu vas te le faire dire. C'est sûr que si tu vas au CF Montréal, il y a un peu de ça aussi, mais il reste que t'as la 1642 qui, puis là il y a plus les ultras, là, ils ont changé la formule des ultras de l'autre côté,
Mais puis tu sais, moi, la première fois que j'invite quelqu'un au CF Montréal, moi, je leur dis, là, c'est le match, il dure 90 minutes. Ils vont chanter pendant 90 minutes. Là. Ils vont danser pendant 90 minutes. Là. Fait que, tu sais, c'est juste ça, c'est pour les gens qui viennent, qui vont voir un match de soccer pour la première fois, c'est déjà quelque chose de frappant pour eux. Fait que, tu sais, ce serait le fun de ramener d'amener un petit peu de cette dynamique-là, de ce plaisir-là chez nous. Moi, j'adorerais ça. Là. Ça aurait pêché Thiamo, là. Oui. au shit, là. Mais non, faudrait en trouver une qui nous appartient ou de laisser les joueurs ou les gens du club, les spectateurs ou peu importe, si on réussit à créer quelque chose, mais d'avoir cette ambiance-là. Puis après ça, ça serait pas difficile d'amener quelqu'un comme le maire ou des politiciens puis de dire hey, regarde comment ça se passe dans nos stades là. Ce serait le fun de le garder puis d'en avoir un intérieur pour l'hiver avec des estrades. Ça se défend là. Ouais. Oui, non, je sais pas, c'est pas le but d'un groupe d'ultra, c'est pas d'avoir des voix politiques, mais oui, ça serait bien parce que je te le répète, ça fait partie de ce sport-là. Ça fait partie de ce sport-là. Mais là, même si effectivement tu dis que le CF Montréal, il y a de l'ambiance ainsi de suite, c'est vrai que ça reste quand même une coche en dessous de ce que tu peux avoir par rapport en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud. Là, on est sur une autre planète, quoi, je veux dire. C'est très difficilement descriptible. Moi, c'est mon rêve d'aller en Argentine, d'aller assister à un derby. Pourtant, ce n'est pas des équipes dont je suis fan, hein, mais River Plate, Boca Juniors, c'est le truc mythique, quoi, je veux dire. D'aller à la Bombonera, le stade mythique d'Argentine, je veux dire, je rêverais. Pourtant, quand tu regardes, c'est un vieux stade. On est loin des stades modernes et tout. Il y a une ambiance qui se dégage de ce truc-là, une énergie. Moi, ça me ferait capoter de rentrer là-dedans. J'emmènerais peut-être pas mes enfants en bas âge. Non. Mais, oui. Parce que ça, c'est l'autre côté un petit peu négatif de ce qui est devenu les ultras. C'est que des fois, c'est un petit peu trop ultra, justement. Tu peux plus emmener... tu peux plus rentrer dans ces stades-là si t'es pas accompagné ou avec tes enfants, c'est difficile. C'est difficile. Même en France, ça devient difficile d'emmener tes enfants au stade. Moi, j'ai souvenir, avant que je parte au Québec, j'avais assisté à un match du PSG contre le TG. C'était l'équipe locale de ma région en Ligue 1. Et on est allé le voir. C'était le début de l'ère des Qataris. Donc, le tout début avec Pastore et puis... il n'y avait pas encore Zlatan, mais ça attirait déjà pas mal de monde. Donc, j'avais amené Ewan, qui à l'époque avait 5-6 ans. Il est ressorti du stade avec un certain nombre de mots colorés que je ne citerai pas au micro. On va dire que sa palette de langage il avait pris pas mal d'autres mots vocabulaire qu'on souhaite pas apprendre à nos enfants à cet âge-là. Ah, mais ça, c'est juste des mots. Non, c'était pas juste ça en plus. Après, c'était sur le retour. Sur le retour, c'était moins drôle parce que, donc, pour faire une petite histoire rapide, le TG qui jouait à Annecy, le stade était un petit stade je revérifie, je pense qu'il doit avoir 20 000 places, comme ça, mais surtout qu'il n'y avait pas de parking. Donc, on devait aller se garer sur le parking centre commercial qui est pas très loin, qui est à 10-15 minutes à pied. Donc, quand le stade se vide, tu as toute cette foule qui remonte la rue pour aller jusqu'à ce parking, ainsi de suite. Et ça m'a marqué parce que quand tu es avec un enfant de bas âge puis qui arrive ce que je vais vous raconter, tu le gardes proche de toi. Ce qui est passé, tout le monde imagine une foule d'une personne dans une rue comme ça, on est tous un petit peu serrés, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y avait des supporters de Paris, mais je ne peux pas appeler ça des supporters, même s'ils avaient les couleurs de Paris, mais pour moi, ce n'est pas des supporters qui mettaient leur capuche, qui avaient des comptes au watté, puis qui mettaient leur capuche sur leur tête pour être plus difficilement identifiables, qui se promènent dans la foule, en groupe de 4-5, et qui en choisissent un au hasard, qui tombe dessus, qui donne chacun 3-4 coups de poing, et puis hop, qui se redisperse dans la foule pour ne pas se faire attraper par la police.
Puis qui font ça tout le long des 10 minutes jusqu'à aller jusqu'au parking. Il y en a un, 3-4 personnes devant nous qui s'est fait attraper. Mais tu sais, qui s'est fait attraper dans le sens, tu fais même rien, tu marches jusqu'à la voiture, puis d'un coup, t'as 4-5 bonhommes qui te tombent dessus, qui te donnent des coups de poing, et puis qui s'en vont, parce que c'est eux, c'est comme ça qu'ils s'amusent. Là, je peux t'assurer que j'ai rattrapé la main de mon fils, je l'ai gardé près de moi, et puis on s'est écarté un petit peu, puis tu deviens très vigilant, puis tu transpires un peu. Puis là, ça devient nettement moins agréable, l'expérience foot. Mais c'est le mauvais côté de... Je vais pas appeler ça les ultras, parce que je pense que les vrais ultras ne souhaitent pas ça. Les vraies associations de supporters ne souhaitent pas ça, même s'il y a des dérives, même si c'est des gens extrêmement engagés, parfois politiquement, et puis qui veulent entendre, faire reconnaître leurs couleurs et leurs valeurs, qui sont peut-être pas toujours très, très, très belles, mais c'est pas forcément des gens qui veulent toujours en découdre. Moi, j'appelle pas ça des supporters. Ceux qui viennent au stade pour se foutre sur la gueule, c'est pas des supporters. Mais ça existe, malheureusement. Mais moi, j'ai jamais mis dans le sens où c'est pas le foot qui fait ça. C'est la société. C'est un reflet de la société. C'est pas autre chose. En France, il y a pas mal de problèmes en ce moment. Le stade n'en est que le reflet. Ce qui se passe dans le stade n'est que le reflet des problèmes de société. C'est pas le foot qui génère ça. C'est juste le miroir. Mais là, si on commence à s'embarquer là-dessus, on va... ça va être un autre podcast, celui-là. Ouais. Ça va être une autre histoire. Politique, mais c'est... Parce qu'à la base, comme je dis, les groupes d'ultra, j'ai expliqué comment ça a paru, mais après, c'est attaché à un quartier d'une ville, c'est attaché à... oui, de temps en temps, une couleur politique, mais c'est avant tout attaché à un quartier, pas à autre chose. Et c'est même pour ça, des fois, ça choque quand t'es en Amérique du Nord, mais beaucoup de clubs ultra se revendiquent comme les vrais propriétaires du club. C'est pas surprenant, ça arrive plus d'une fois que tu vois les joueurs après des mauvais matchs, ils vont devant le groupe d'ultra, du virage, et puis ils s'excusent ou du moins restent devant le temps qu'ils se fassent sermonner comme des enfants qui ont eu de mauvaises notes à l'école, puis ils repartent la tête basse dans les vestiaires. Je sais que des fois, ça choque un petit peu ici. Ouais, ça peut être choquant aussi, je le cache pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. C'est eux, ils s'estiment les garants du club, de l'image du club, de l'âme du club. C'est eux. Oui. On peut pas leur donner complètement tort non plus quand tu vois que les joueurs changent de club en club et puis suivent plus le chèque que vraiment l'attachement. Mais justement, j'ai vu ça, puis même je comprenais même pas que c'était possible quand j'ai vu ça la première fois. Puis là, le message, tu sais, que c'est des partisans qui s'adressent au club. Le club, tous les joueurs sont alignés devant les partisans. Puis là, les partisans, le message qu'ils envoient, c'est c'est vous autres, notre équipe cette année, là, le mercato est terminé. Fait que tu sais, montrez au moins que vous êtes fiers de porter nos couleurs un peu, parce que tu sais, je veux dire, tu sais, vous êtes là, c'est fini là. Si vous aviez envie de partir, il est trop tard maintenant. Il y a une saison à finir là. Redressez-vous les manches puis jouez. Tu sais, c'est un peu ça le message. C'est comme, ok, mais ici, ça serait impensable. C'est, tu sais. Puis même... regarde, rien qu'ici, ça choque le coût des billets du CF Montréal, pas les $500. Mais quand l'Inter de Miami va venir, qu'il y a certains supporters de Miami qui puissent s'asseoir n'importe où dans le stade, ça choque. Oui. Nous, en Europe, c'est normal, tu puisses pas t'asseoir n'importe où. C'est hors de question d'aller t'asseoir dans la tribune réservée aux supporters du club. Ça va pas la tête, ça se fait pas. Mais il y a quand même les deux sections de supporters là, qui sont comme figées, là, qui sont... que tu peux pas réserver dedans là. Fait que tu sais, dans le fond, c'est les deux groupes de supporters qui distribuent les billets entre eux autres là. Mais tu sais, il reste que il va y avoir du monde mélangé au travers, mais en même temps là, ça c'est un cas particulier là, parce qu'il risque d'avoir des gens locaux qui vont se présenter là avec des chandails de Messi puis qui vont encourager Messi s'il joue. Parce que c'est ça, ça veut pas dire qu'il joue souvent. Il est substitut puis il arrive en fait de partie puis c'est ce que tu disais tantôt là, il compte un ou deux buts puis il s'en retourne. Fait que oui, c'est ce qui va peut-être se passer puis les gens seront contents. S'il va jouer 10 minutes puis il va marquer 2 buts puis les gens seront contents, ils ont estimé qu'ils ont bien investi leur billet au stade. Oui. Moi, c'est pas ce qui me fait vibrer. Je le répète, hein, je veux surtout pas qu'on dise que je dis du mal de Messi, c'est pas ça le problème. Ça reste un grand joueur, mais c'est pas ce que je viens chercher dans un stade. Non. C'est pas ça.
Oui, je vais courir, je le répète, pour les auditeurs, oui, on a acheté des billets, on va aller le voir, pas à Montréal, on va aller le voir à Coupe América. Mais c'est pour le voir jouer en Coupe América, c'est sans doute une de ses dernières compétitions sérieuses. En sélection nationale. Sélection nationale, qui vont le faire vibrer. Mais jouer contre Montréal, c'est sûr que ça va pas le motiver. Non. Mais je lui en veux pas non plus, hein, je peux comprendre, il a plus rien à prouver, je le répète, il a plus rien à prouver, et puis je peux comprendre que vu le parcours qu'il a eu, pour arriver à se motiver, il faut qu'il y ait un sacré challenge, parce qu'il en a tellement remporté. Mais voilà, pour rester sur les supporters, moi j'ai besoin de ça. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence entre le sport européen et puis du moins la façon de consommer du sport entre l'Europe et puis l'Amérique. Mais je pense qu'il faut ramener cette culture-là. Là. Puis on en a grand besoin, je trouve, d'avoir ce plaisir-là, d'aller s'accrocher à des plaisirs comme ça, puis d'aller se défouler, parce que on parlait de l'attachement, de l'émotivité, mais il y a aussi l'aspect que c'est une façon de se laisser aller aussi. C'est une façon de laisser aller de l'énergie, puis même à la limite, c'est une forme de défoulement, puis je veux dire, puis que ce soit positif ou négatif, tu ressors de là, puis tu sais, t'as vécu, là, tu sais, t'as vibré pendant 90 minutes de temps. Faut trouver un moyen de ramener ça, puis ça peut être une façon aussi, à la limite, de... Je reviens à l'exemple du groupe qui avait amené des tambours dans un tournoi de soccer de jeunes. Mais au final, pendant qu'ils chantent, puis ils sont en train de jouer sur des tambours, mais ils sont pas en train de chialer après les arbitres, ils sont pas sont pas en train de chamoyer avec d'autres parents, ils sont pas... Fait que ça serait une façon positive de s'impliquer dans le jeu, d'impliquer les spectateurs, les parents, que ce soit dans du professionnel ou que ce soit avec des jeunes, puis que ça soit amusant, intéressant, puis les jeunes, c'est sûr que ça va les faire vibrer, ça va les allumer. Ils sont sur le terrain, puis les parents sont là l'autre bord, puis ouais, puis ça chante, puis non, tu sais, il y a pas c'est sûr qu'au début ça peut gêner, là, il y a des jeunes qui vont se sentir gênés au début, c'est sûr. Mais à un moment donné, on va être capable, tu sais, on peut être capable d'accepter cette énergie-là, d'accepter ce plaisir-là collectif qu'on dirait qu'on se permet pas. Puis moi, j'ai envie qu'on se le permette, puis qu'on ait ce plaisir-là. Voilà. Moi, c'est mon souhait, puis écoute, d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait ouvrir cette porte-là, de voir ce que ça pouvait donner comme sensation. Puis non, moi, je ne dément pas, même s'il y a des côtés négatifs, là. J'aimerais vraiment qu'on puisse ramener cette culture-là, ce plaisir-là d'être fervent spectateur de soccer. Moi, ça me plaît beaucoup, cette vision-là. Je te dis, les côtés négatifs, c'est plus le reflet de la société. C'est pas le foot qui fait que c'est côté négatif. Dans certains pays, socialement, c'est plus difficile. Ça se voit dans le stade, c'est juste ça. Ça se voit dans le stade. C'est pas... Mais il faut... Ouais. Je sais pas comment moi j'adore transmettre cette ferveur-là, mais de la montrer. Après, comment la lancer, je saurais pas comment faire. On peut commencer par un match, 2 matchs, plusieurs matchs, une habitude. C'est quand même de s'attacher à l'équipe nationale. Je trouve ça toujours plus facile de s'attacher à l'équipe nationale. Mais là, faut la remettre en avant, c'est sûr. Exact. Mais tu sais, rien que si je reste sur mon cas personnel, j'ai pas de mal à m'attacher à l'équipe. Pourtant, c'est quand même pas... Je suis pas né au Canada, même si maintenant j'ai 2 nationalités, puis j'en suis fier, et puis je me suis attaché à l'équipe. Tu sais, le match du 9 juin, là, match amical France-Canada, il me fait pas rire du tout, moi. Non, j'ai pas honte de le dire, il me fait pas rire du tout. J'ai absolument pas hâte à cette date-là, parce que ça me pose un vrai problème. Je cacherai pas que j'aurais sans doute, je sauterais toujours un tout petit peu plus haut pour l'équipe de France, mais ça m'amuse pas, ce match amical-là. Ça m'amuse pas du tout. Puis d'imaginer qu'un jour, ça pourrait même se rencontrer sur une phase finale de Coupe du Monde ou de façon encore plus sérieuse. Non.
On se cachera pas qu'on a du chemin à faire. Là. Non. On a beaucoup de chemin à faire. 2026, ça peut arriver. Là, je parle pas de la différence de niveau. Je parle pas de la différence de niveau. Ah, ben oui. Je parle pas de la C'est différence. vrai. Non, je parle surtout pas là. Effectivement, l'équipe de France est plus en avance que l'équipe du Canada. Et puis sur le papier, c'est plus simple pour l'équipe de France. Ça paraît plus simple. Mais ça, faut se l'enlever de la tête quand tu regardes du foot. Faut se l'enlever de la tête. Oui, il y a des équipes qui sont plus fortes, mais c'est 90 minutes. C'est 90 minutes. Et comme j'avais un entraîneur qui m'avait dit, il faut moins d'une seconde pour que le ballon il franchisse la ligne. Oui. Donc, On il l'a vu franchisse- d'ailleurs dans la dernière finale, justement, de la France qu'on a vu ensemble. Ça a été... la fin de match a été complètement incroyable. Là. Ouais, mais oui, c'était complètement incroyable. Puis c'était un scénario fou et ainsi de suite. Mais des scénarios comme ça, je pourrais t'en citer des dizaines dans le foot. Des fois, c'est ce qui m'énerve quand avec les équipes de jeunes qu'on a, on dit ils n'arrivent pas à inverser le match ou ils sont tout molachons, ils s'en prennent deux. Non, je pense que c'est juste qu'on leur a jamais expliqué que des retournements de situation, j'en ai vu plein. Moi, j'ai déjà vu mon équipe de cœur, l'équipe de Marseille, à un match, ils perdaient 4-0 à la mi-temps. À la fin, ils gagnent 5-4. Un match d'anthologie, je veux dire, c'était contre Montpellier, ça reste un des matchs mythiques. Mais chaque club, chaque équipe peut te raconter des histoires comme ça. Dans le foot, il y a toujours eu des renversements. Toujours. C'est pour ça que tu aimes ce sport, parce que sincèrement, c'est difficile de faire des paris sur le foot. Tu sais, j'en fais un petit peu avec Ewan, avec mon fils, pour s'amuser. Mais je le sais que c'est pas... J'adore ce sport-là parce qu'il est irrationnel. C'est pour ça que je veux pas non plus arriver un jour comme la NHL avec des séries avec 5 matchs. Je hais cette forme-là. Parce que c'est sûr qu'au bout de 5 matchs, ce sera toujours la plus grosse équipe qui gagne. Celle la plus expérimentée, la plus sérieuse de suite. C'est sûr. Sur 5 matchs, c'est sûr. Maintenant, sur un match ou sur des allers-retours, non. Non, c'est pas pareil. Ça se passe dans la tête. Ça se passe Oui. tout dans la tête. Et puis là, ça a son poids. Le public a son importance. Parce que quand tu rentres dans ces stades-là, dans ces ambiances-là, je vais me permettre de reprendre encore des exemples en Europe. La semaine dernière, quand on enregistre, c'était la demi-finale aller d'Europa League entre Marseille et puis l'Atalanta. Sur le papier, l'Atalanta est bien meilleur que Marseille. Même si je suis supporter de Marseille, je suis obligé de reconnaître que techniquement, ils sont une méchante coche au-dessus. C'est fini un partout. Et puis c'est Marseille qui a dominé Toulon parce que t'as 60 000 personnes. Mais il faut voir l'ambiance qu'il y a dans le stade. Je peux comprendre que ces joueurs-là, de temps en temps, tu peux avoir les jambes qui flageolent. Je veux dire, rentrer dans un stade comme le Nou Camp ou Saint-Barbe, j'ai perdu le nom du Real Madrid, ou de celui d'Old Trafford, où tu peux t'en citer plein, ou San Siro, comme tu as dit. 80 000 personnes qui te crient dessus contre toi. Hey, faut être costaud, hein. Là, c'est pas juste la technique et puis les mois de préparation physique que tu as fait ou d'entraînement parce que tu es professionnel. Faut être costaud dans la tête. Puis là, là, il y a un 12e homme sur le terrain. C'est le public, c'est l'ultra, c'est ça que ça joue. Et c'est ça que j'adore dans ce sport-là. C'est ça que j'aime en tant que supporter, de me dire, j'ai quand même une petite influence. À 80 000, là, on va commencer à faire douter l'adversaire. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien. Mais le foot est rempli de retournements comme ça, de changements je ne peux pas m'embarquer là-dedans parce que je pourrais t'en citer encore plein. Je pourrais t'en citer plein de finales de Champions League ou Manchester. C'était contre le Bayern, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont menés 1-0 à la 89e en finale de Champions League. À la 92e, c'est eux qui remportent le trophée. Ils ont battu le Bayern 2-1. Ils font le triplé. Je veux dire, c'est rempli. C'est rempli de ça. C'est rempli de ça. Ce sport est rempli de retournements. C'est pour ça que je l'adore. C'est vrai. Faut ramener ça. Faut ramener cette culture. J'aimerais que les jeunes puissent suivre plus souvent, qu'ils s'accrochent à une équipe, puis ça va arriver des retournements. Ça arrive toujours. Ce sport-là en est rempli. Si tu arrives à le transmettre à une équipe, après même les gamins sur le terrain, ils vont le faire. Parce qu'ils rêvent de retourner un match. Si on leur a montré que c'était possible. C'est vrai. Bon, bref, je me suis emballé.
Parlant d'emballement, on va être rendu, je pense, à essayer de trouver une conclusion à tout ça. On se donne toujours la rigueur de pas trop dépasser leur écart. Et là, Puis là, on est parti un peu dans tous les sens. Ah oui, on est parti un peu dans tous les sens, mais je pense que c'était très intéressant. C'est surtout, je sais pas si t'as envie d'avoir le mot de la fin pour ce coup-ci. Je saurais pas quoi dire à la fin. J'ai toujours du mal avec ça, avec la fin. Non, à la rigueur, ça me faisait stresser cet épisode-là, mais je pense que c'est celui qui résume le mieux pourquoi on a fait le podcast. Parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait naître le podcast, les échanges qu'on avait avant. Puis quand on s'est dit, tiens, c'est quand même con, c'est quand même bête de pas s'enregistrer, je suis sûr que ça serait sympa. Clairement. Là, ça a vraiment ressemblé aux discussions qu'on faisait avant le podcast, puis qui a fait naître cette idée de podcast. Donc, je sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, voilà. J'étais un petit peu stressé au début de celui-ci, et je suis pas mécontent finalement je sais pas ce que ça donnera quand on réécoutera, mais je suis pas mécontent quand même. Je suis pas mécontent. Mais écoute, finalement, pour quelqu'un qui aime pas les mots de la fin, puis il sait pas comment amener ça, je trouve ça parfait. Écoute, pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, on vous invite à continuer à nous suivre. Il va y avoir d'autres épisodes et non, on n'abandonnera pas. On a trop de plaisir à faire ça, donc on va continuer. Oui, je t'écoute. Avant, je voulais juste au moins remercier Québec Foot, parce que tu sais, on grandit petit à petit. Et puis qui a partagé un des épisodes du podcast. Puis comme je sais qu'il a quand même une grosse page bien plus connue que nous pour... je lui avais envoyé un petit message pour le remercier, mais je voulais aussi le remercier à l'antenne d'avoir partagé un de nos épisodes. Ça a fait chaud au cœur. Enfin, comme on dit, nous on a lancé le podcast pour se faire plaisir, puis il faut partager un peu la culture soccer au sein du club, et de voir que ça se propage un petit peu plus large, ça fait toujours plaisir. Donc je voulais juste le remercier officiellement en ondes, même si je lui avais déjà envoyé un petit message. C'est effectivement, ça a été une belle surprise, on s'en attendait pas, puis on l'apprécie énormément. Et il va y avoir d'autres invités. Il y en a déjà d'autres avec qui on est en discussion, ça s'en vient. Donc on vous gâchera pas de surprise, mais on vous le dit, il va en avoir. On va continuer avec tout notre enthousiasme et notre plaisir à continuer à vous animer ça. Yep. Ben écoute, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir.